Donc avant de commencer de débattre ces thématiques, nous savons tous que le sujet de la conception durable et les solutions bas carbone, les enjeux, les tendances et les perspectives, c'est un sujet qui est très intéressant et qui est au cœur de préoccupations de notre pays. C'est aussi une préoccupation mondiale. Donc, face à cette problématique, nous avons plusieurs défis. À la fois des défis qui sont liés à l'écologie. Nous savons tous que le domaine de la construction, c'est le premier domaine consommateur de la matière première. Et vu les contraintes et les pénuries de matières premières, il va falloir qu'on repense, qu'on revoie notre façon d'utiliser la matière première, comment on peut optimiser et repenser la façon de faire. Ça, c'est un premier défi. Deuxième défi, c'est que, en termes d'économie, on sait tous que le monde a connu en termes d'inflation, de cherté de matériaux, de construction et d'autres intrants dans l'industrie de la construction. Donc, il va falloir aussi revoir notre façon d'utiliser et de concevoir nos bâtiments et le choix de nos matériaux. Troisième défi, c'est que par rapport à au développement de la population, donc aujourd'hui au Maroc, on a un besoin en logement qui est d'environ à peu près 200 000 unités par an, donc qui est très important. Et il va falloir répondre à ce besoin en termes de qualité, en termes de sécurité et aussi en termes d'aspect écologique. Donc tout ça nous mène à débattre cette thématique de la conception durable avec le choix des solutions. Aujourd'hui, avec moi, j'ai l'honneur de recevoir un panel très riche avec des experts de domaine. Avec nous, Madame Mentahman Fatem Zahra, qui est une architecte experte en bioclimatique, diplômée de l'école d'architecture d'Araba et aussi avec des double diplomation de l'école de Catalan, experte en passif. Donc, elle a travaillé sur pas mal de projets. Elle est aussi lauréate de plusieurs concours. À titre d'exemple, le concours de Holcim Award 2017. Juste pour rappel, c'est un concours que le groupe Holcim lance à l'échelle internationale pour la conception durable. Et Madame Ndahman a eu le prix de la région Moyen-Orient et Afrique en 2017. Donc, bienvenue avec nous. C'est Zakaria Sadek, un expert et un consultant sur la partie environnementale et les études thermiques. C'est aussi le directeur général de Alto Eco, un cabinet très connu sur la place, qui a participé et contribué à la certification de pas mal de projets sur Casa et aussi au Maroc. Donc, avec une grande expérience sur les projets bâtiments, à savoir l'habitation et aussi tout ce qui est destiné à l'espace professionnel. Donc, مرحبا بك سي زكريا. Avec nous, un promoteur de la place très connu, Sibnani Rachid, qui est le DG de Réalité Maroc. Réalité Maroc, elle est présente à l'échelle internationale en France, en Sénégal et depuis 2018 au Maroc, avec des grands projets. Je citerai à titre d'exemple le Uptown sur la zone de Ouda. C'est un gros projet qui combine à la fois le résidentiel avec le professionnel et l'hôtellerie. Et aussi avec un projet sur la ville de Znata, un projet bas carbone, le projet Gardinia, et aussi le grand projet de rénovation et de reconstruction de l'hôtel Lincoln sur Casablanca. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Et on commencera tout d'abord par la conception. Donc, tout ouvrage, tout bâtiment, avant que ce soit construit, c'est une idée qui va se traduire par de la conception. Et on commencera toujours par l'architecte.
Alors, Madame Benthman, si vous pouvez nous donner quelques notions, quelques principes sur la construction durable. C'est quoi la construction durable, la conception durable, et comment on peut contribuer à une conception durable en choisissant des matériaux bas carbone. Comment ça peut être reflété sur le projet. Quels sont les défis, en tant qu'architecte, en tant que maître d'œuvre, qu'on peut rencontrer sur un projet de cette taille. Bonjour à tous, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors humblement, je vais vous parler de la conception durable. C'est vrai qu'on commence, on est le début de la chaîne, et si ça démarre mal pour la conception bioclimatique au niveau de l'architecte, c'est très difficile de la rattraper. Maintenant, lorsqu'on parle de la conception durable ou les solutions bas carbone, le spectre est bien large. C'est-à-dire, moi je dis qu'il n'y a jamais une seule définition de ce qu'un bâtiment durable ou un bâtiment bas carbone ou autre. Il y a une graduation. Et ça dépend du contexte, et ça dépend des compromis. Si on ne se met pas en tête des compromis, on va attendre le projet parfait qui va apporter toutes les solutions. Et ces projets existent, mais en général, d'après mon expérience, c'est des one-shot. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut la multiplication et on veut que l'architecte soit le multiplicateur de cette conception bas carbone. Alors qu'est-ce que ça veut dire généralement? Un architecte dessine avec des informations. Alors, imaginons qu'on devrait informer ce design plus. Beaucoup plus. Connaître l'environnement, connaître quels sont les matériaux qui existent déjà sur place. Il faut aborder cette solution qui est le bas carbone ou l'efficacité autour du projet en tant que processus. Il s'étend, à savoir, est-ce qu'on a une main-d'œuvre locale? Est-ce qu'il faut transporter forcément des matériaux? Et pour répondre à ces questions, il faut d'abord se situer. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est dans un site qui a autour de lui un choix et une multitude d'options? Ou est-ce qu'on n'a pas, on est dans un site qui est enclavé, on a très peu d'options. Vous allez me dire que est-ce que la conception commence par ça? Si on veut faire de la conception durable, il faut étendre le spectre des questions et les informations qu'on apporte au design. Avant d'arriver au projet en lui-même, il faut faire l'information autour du projet. Quelle est l'intention? Et l'intention est très importante à définir. Est-ce que c'est un projet à certifier? Est-ce que c'est un projet dans le bon sens de la conception, parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, est-ce qu'on peut parler de conception ou construction durable et autres? On ne peut plus. Je ne pense plus que le monde aujourd'hui, tel que les paramètres environnementaux se présentent, nous donne ce choix. C'est-à-dire que c'est un choix vital. Et lorsqu'on se penche sur les pays émergents, les pays qui ont qui sont moins dotés d'infrastructures, de matériaux, sont les plus demandeurs et sont les plus qui ont besoin de cette salubrité, de ce confort qu'apporte une démarche passive ou une démarche bioclimatique. Alors, moi je suis architecte et j'ai une double casquette qui empiète un peu dans le domaine de l'autre côté. On est ennemis aujourd'hui, non, jamais. On est dans la boucle et d'ailleurs je trouve que ce tour de table est très intéressant parce qu'il serait vraiment utopique de croire qu'une seule des parties pourrait réussir ce pari. C'est pas possible. C'est une force qu'il faut faire ensemble. Il faut faire ensemble autour d'un table. Et alors revenons à cette double casquette, je suis architecte et je suis ingénieur en thermique de bâtiment. Alors il y a des choses que je peux percevoir au niveau de la conception qui ne dépendent pas réellement du bâtiment, ils vont dépendre de l'environnement. Je vise une efficacité énergétique plus tard pour réduire la charge et le bilan énergétique il faut savoir convertir les données climatiques en énergie, comme apporte le soleil, comme apporte la température, comme apporte la température et l'humidité, comme apporte l'énergie solaire, comme apporte comment est-ce que je peux avoir de la lumière naturelle. Et plus on informe ce design et qu'on est conscient de ce qu'on a, plus on sait quelles sont les décisions conceptuelles à faire. Cela va de la forme, de l'orientation et aussi des choix de matériaux. Le choix de matériaux tel que je le fais vient toujours d'une démarche scientifique, purement scientifique. C'est-à-dire, on a des contraintes climatiques et on a un environnement. On a établi l'environnement, on sait ce qui existe autour. Ça pourrait être une ville, ça pourrait être un petit village, ça pourrait être toute chose. L'information est importante en amont. Pourquoi? Parce que ça nous permet de lister quels sont les matériaux qui se présentent à moi. Et les matériaux ne sont que 50% de la réponse. Moi, j'arrête pas de le dire parce que l'autre 50%, c'est réellement le climat. Et tout bâtiment de tout genre, de tout standing et de tout budget a accès au climat.
ou devrait avoir accès aux orientations que nous donne le climat. Quelle orientation? Comment est-ce qu'on reçoit et on est adapté est et ouest? On est adapté, excusez-moi, été-hiver. Est-ce que l'est et ouest, c'est la meilleure solution? Est-ce que c'est le sud? Comment on travaille avec le nord? Tellement de questionnements qui nous permettent de faire l'enveloppe du bâtiment sans avoir encore dessiné le bâtiment. Et ça, c'est très important, parce que c'est ça les tirs qu'il ne faut pas rater. Un deuxième calque serait quel matériau? Et on va prendre le panel de matériaux à disposition dans un environnement proche, qu'on ne va pas ramener d'ailleurs, parce que je comprends bien et je l'entends souvent que tel matériau est bon et tel matériau ne l'est pas. Tel matériau est bon, tous les matériaux sont bons. Maintenant, est-ce qu'on peut changer le mode de réalisation lorsqu'on a statué que ce matériau est lent à l'usage? Est-ce qu'on peut changer le mode de pose lorsqu'on a statué que ce matériau n'est pas très efficace? Il y a une multitude de choses, et ce n'est pas parce qu'on a l'habitude de faire les choses et qu'on les a faites longtemps que c'est la seule manière de faire. Mais cela, bien évidemment, encore, va dépendre d'une intelligence globale autour d'une table, de décision, de prise de risque peut-être des fois, parce que des fois on teste. Et si on n'arrive qu'à la moitié de la réponse, c'est très bien, parce que c'est déjà un pas en avant. Je dis toujours que cette démarche va nous permettre de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui marche et ce qui marche moins. Ce qui marche et ce qui devrait avoir besoin je ne sais pas, plus d'appui de la part de présence. Quelle est l'information de matériaux sur le marché? Il y a des matériaux qu'on ne connaît pas. Et lorsque je dis qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas leur capacité thermique. On ne connaît pas leur mode d'extraction. On ne sait pas, est-ce qu'on réfléchit, peut-être qu'on sait, mais est-ce que cette information est présente au moment de la conception? Est-ce qu'on se dit, en tant qu'architecte concepteur, question à poser et à mettre en place, et je vais l'utiliser plus tard, ce genre de réflexion, il devrait faire partie de la conception. Plus tard, ce choix de matériaux, une fois qu'on a établi que ces matériaux existent sur ce site, on va dire quelle est leur consommation énergétique, quel est leur comportement thermique face à ce climat. Il y a des matériaux qui ne marchent pas. Il y a des matériaux qui vont nécessiter une production, une grande émission CO2, les isolants ne marchent pas sur tous les climats. À la moitié du Maroc, les isolants ne marchent pas, littéralement, ne marchent pas. Il faut de l'inertie, d'accord? Parce qu'on a 2 saisons climatiques de design, été et hiver. Plusieurs choses ne sont pas réellement, c'est-à-dire il ne faut pas imaginer la conception bioclimatique comme une donnée dont on connaît les paramètres. On ne connaît pas les paramètres, on va découvrir les paramètres. Savoir quel est le savoir-faire local et pouvoir faire des petites transformations dans des choses qui existent dans l'artisanat, qui existent dans l'industrie. Les process sont pratiquement les mêmes, mais on peut utiliser des choses à un métier ou à un autre qui sont très importants. Et je pense que cette connaissance, lorsqu'on l'ouvre à un moment où on est en train de réfléchir comment on entre et comment on habite un bâtiment, ça change la donne complètement. Aussi, tous les bâtiments sont sujets à cette méthodologie, parce que si nous réfléchissons bien, nous tous, nous habitons dans des bâtiments, toutes les industries arrivent à un moment bâtiment. C'est-à-dire si on veut faire un shift qui a un impact, il devrait essentiellement passer par le bâtiment. Ce n'est pas pour rien qu'il est tout le temps listé comme le bâtiment, le secteur le plus consommateur, c'est qu'il est à la croisée de tous en tant qu'individu et de tous les métiers. Et alors si on veut apporter un shift qui serait numériquement palpable et impactant directement, c'est au niveau de la conception. Et ça a un point qui est très important, 0 coût. Imaginez quelque chose qui vous dit, quelqu'un qui vous dit, est-ce que vous voulez vous faire du bien? Payez moins dans votre chantier, parce que c'est possible. Lorsqu'on fait de bonnes simulations thermiques, on peut faire une optimisation. Le bâtiment vert ou à bas émission carbone ne coûte pas forcément plus cher. Pas forcément. Ça dépend de ce qu'on vise. On peut faire ça. On peut vous faire du bien. Et il y a une notion aussi de confort et d'éducation globale qui est très importante. Et si ces données sont ramenées, même dans le discours et le vocabulaire, à des connaissances qui sont très faciles et très basiques, ça devrait faire partie aussi du vocabulaire du commun. Et le commun, c'est lui qui formule la demande. C'est nous tous qui moi rarement, face à nous, un architecte à qui on va dire « je veux un bâtiment qui a tel budget, qui a telle chose, mais qui ne consomme pas d'énergie et qui n'a pas d'émissions et je ne veux pas faire d'impact ». Ça devrait faire partie de le discours. Et l'architecte, il est là pour répondre au même titre où il répond à la demande de... Il ne va pas rater si vous lui dites « je veux un séjour ouvert, un salon fermé ». Ou le contraire, il pourrait ne pas rater cette partie aussi s'il voit que ça fait partie de la demande commune. Et je pense qu'une fois que cette information du design, elle est beaucoup plus grande et multipartite
les intentions de ce design changent. C'est-à-dire on veut que ce design soit bas carbone et soit efficace en énergie, soit confortable et coûte moins cher. Alors ça ne devient plus le bâtiment vert qu'on voit élitiste et qui est juste une partie de la commande pour y avoir accès. Ça devient un bâtiment qu'on peut faire partout, même dans un petit patelin au Maroc ou dans une ville ou autre. Et ça démystifie un peu cette étape cruciale qui est la conception bioclimatique, parce qu'au final, c'est une conception ancrée et bien informée. Voilà pour moi. Merci Fatima Zahra. Alors, on a bien compris que la conception durable dépend à 50% de climat, de choix de l'orientation et d'autres paramètres. Pas forcément ramener des matériaux qui coûtent cher ou qui sont éloignés. On doit utiliser des matériaux locaux. Et aussi dépendra aussi de l'exigence du client. Le client doit être exigeant, comme il est exigeant sur d'autres aspects tels que l'esthétique. Il doit être exigeant sur la partie durabilité de bâtiment, l'efficacité énergétique. Donc, ça nous ramène à une autre question. Si le client il est exigeant, est-ce qu'il y a des incitations? Est-ce que la réglementation, les normes, donnent un cadre favorable pour encourager la conception et le choix des solutions bas carbone? La parole à vous, c'est Zakaria. Bonjour, merci pour l'invitation. En effet, aujourd'hui, il y a des dispositifs incitatifs pour encourager la construction durable. Ça passe particulièrement pour le cas du Maroc, particulièrement pour Casablanca, et encore particulièrement pour certains quartiers, Ain Chouk, Hay Hassani, Casa Anfa, Zenata et d'autres quartiers. Ça passe par des incitations urbanistiques à travers des dérogations. C'est-à-dire qu'on a un bonus de 5 à 25% sur la chaîne ou sur le CUS. Ça dépend des orientations, des choix qu'on va mettre en place. Donc par exemple, si vous parlez de la certification, après je vais détailler, si vous faites une certification quelle que soit, pas uniquement française ou américaine ou autre, il y a d'autres certifications, en tout cas une démarche, accompagnée par un tampon. Je reviendrai sur l'importance des tampons. Donc si vous faites ça, vous avez 5% sur la chaîne en plus. Ça fait quelques mètres carrés pour un grand projet. Et ça fait quelques centaines de milliers de dirhams ou de millions de dirhams. Donc, ça peut répondre à l'intérêt du promoteur de préserver les aspects financiers, la faisabilité financière de son projet. Parce qu'aujourd'hui, intégrer des solutions environnementales, en effet, quand les choses ne sont pas pensées dans le bon sens, ça peut générer un surcoût. Mais je rejoins Fatima Zahra aussi que faire de la construction durable, ça peut générer dans la construction des moins-values, en pensant correctement aux solutions, en faisant bien le détail de la conception. Il y a des projets à Casablanca qui sont conçus d'une manière qui n'a pas été pensée avec des aspects de confort, d'énergie et autres, et qui sont livrés, et les preneurs en souffrent. Moi, je pense à un centre commercial, et qu'il est obligé aujourd'hui de rajouter un pergola, de rajouter un film, sachant que l'esprit initial de ce centre commercial, c'était d'avoir une vue vers le ciel. Donc là, on est totalement perdant, parce que les preneurs des magasins, ils ne sont pas contents, parce qu'il fait chaud. Leurs clients, ils ne viennent pas chez eux, parce que la terrasse, devant le restaurant, il y a le soleil. Donc il y a un impact financier sur l'exploitation, et bien sûr sur le rendement du projet. Donc la notion donc en effet, pour rappeler la réponse, pour compléter ma réponse sur ta question, il y a des incitations. Donc ça, c'est à l'échelle, je dirais, régionale, à travers les agences urbaines. Nous avons bien sûr des institutions telles que l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique qui montrent aussi des aides financières, notamment pour l'installation des panneaux solaires thermiques à hauteur de 250 dirhams mètre carré. Bon, ça ne peut pas être dérisoire, mais c'est déjà une bonne chose. Il y a eu des incitations à travers des partenaires européens et internationaux dans le cadre de la décarbonation qu'on va parler maintenant. Donc notamment avec l'Union européenne en 2011 où il y avait 10 millions d'euros
qui ont été injectés pour plusieurs projets pour préparer la réglementation thermique marocaine et qui ont permis de faire des tests pour démontrer que ça marche. Et on a des témoignages de plusieurs clients. Pour certains, ça leur a rien coûté. Pour d'autres, on a fait des économies. Ça leur a coûté moins cher. En tout cas, pour les projets de l'Union européenne, pour donner un chiffre, ça coûtait 100 dirhams le mètre carré de plus. Quand vous avez, je pense, en tout cas si je suis promoteur, je peux investir 100 dirhams par mètre carré et offrir, en tout cas avoir plus de chances de rendre service à mes clients avec un produit de qualité et bien sûr avoir une marque, une reconnaissance, tous les avantages qui peuvent accompagner ça. Il y a d'autres dispositifs financiers, particulièrement pour des institutions telles que la CDG, telles que même quand le Maroc emprunte de l'argent sur les marchés, il y a des produits financiers bonifiés, c'est-à-dire avec des taux de crédit qui sont plus bas. Si on intègre des problématiques environnementales, on a tous lu un jour dans les journaux ces derniers mois, ces dernières années, qu'il y a tel prêt de la Banque mondiale ou tel pour l'accompagnement de la résilience climatique. Et bien sûr, c'est des prêts bonifiés, avec des taux plus faibles. Et c'est des sommes d'argent qui sont dans le cadre des accords internationaux de lutte contre le changement climatique, qui sont injectés dans un fonds vert. Plusieurs pays sont obligés d'injecter cet argent dans le fonds vert. Et ce fonds vert sert à financer des projets de lutte contre le changement climatique. Maintenant, la lutte contre le changement climatique, c'est trop tard. Là, maintenant, on parle de résilience et d'adaptation. C'est-à-dire, c'est mort, il faut qu'on s'adapte. C'est plus de l'adaptation dont on parle. Et donc, le Maroc a un rôle très important, et notamment en Afrique, parce qu'on est aussi pourvoyeur d'investissements. Et le Maroc investit lui-même dans d'autres pays africains. Et nos investissements à travers nos banques marocaines intègrent cela aussi. Tijari, BMCE et d'autres le font. Et donc, quand on ramène ces investissements au Maroc avec des taux bonifiés, on accompagne les IDE qu'on suit chaque année, mais également on construit nos centrales solaires, Ouarzazate, nos villes nouvelles qui ont été lancées par plusieurs promoteurs, les éoliens, tout ça, c'est financé avec cette partie-là. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre, et à l'échelle mondiale, il y a certains pays qui n'arrivent pas à trouver les financements pour réaliser ce qu'ils doivent réaliser. Mais en tant que citoyen, je pense qu'il faut qu'on ait une vision sur cette notion de financement. En tout cas, à l'échelle, en tant qu'Africain même. Parce qu'aujourd'hui, ces financements, uniquement 5% des financements de fonds verts sont destinés à l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on ne présente pas des projets qui répondent à des critères de financement vert à l'échelle africaine. En même temps, en Afrique, on est le continent qui souffre le plus des problèmes de réchauffement climatique, déplacement de population, sécheresse et toutes ces problématiques. Donc on est touché à 80%, mais on n'en profite que à 5%. Il y a un exemple, j'avais travaillé en France sur un bilan carbone pour des centres commerciaux. Ils faisaient toutes les solutions, essayaient de compenser leurs émissions de carbone parce que ça coûte de l'argent. Quand vous avez une tonne de carbone qui coûte 15 €, maintenant elle arrive même jusqu'à 100 € pour certains carbones parce que c'est certifié, donc ça arrive jusqu'à 100 € la tonne, c'est un coût. On commence à faire le calcul au début, à la fin, quand on paye plusieurs millions. Et donc l'idéal, c'est de faire améliorer le coût. Donc pour rejoindre Fatem Zahra, un promoteur aujourd'hui, moi je dirais qu'il y a un actif immobilier qui le gère, s'il n'intègre pas la problématique d'efficacité énergétique pour le coût de la facture, et également la notion de carbone. Donc dans les choix des matériaux, il viendra le jour où il va devoir passer à la caisse parce qu'il a un bâtiment qui génère beaucoup de carbone. Et il va devoir faire des travaux d'amélioration pour réduire le poids carbone de son patrimoine immobilier. Et donc pour éviter ça, ce qu'il disait Fatem Zahra, il faut anticiper très en amont et avoir des architectes qui sont formés sur la thermique, comme c'est le cas donc avec Fatem Zahra, avec sa formation efficacité énergétique et architecte. Tu es très modeste parce que
tout ce que tu as fait à Barcelone, pardon, tu aurais dû en parler. Et donc, c'est important qu'un architecte ait cette sensibilité, cette connaissance, parce que c'est lui qui fait le premier trait, c'est lui le chef d'orchestre. S'il fait le trait, il est un peu décalé juste quelques pourcents, ça fait des effets énormes sur l'exploitation des bâtiments. Donc les incitations existent, les moyens financiers existent, et on peut construire durable en faisant des économies et en gagnant de l'argent avec des financements. Voilà. Bien. Merci Zakaria pour ces enrichissements. Donc par rapport au contexte réglementaire, les incitations, elles sont là, elles sont présentes. Mais on sait tous qu'au Maroc, le marché de l'immobilier, c'est un marché de prix. Et le client. Vous avez parlé tout à l'heure de l'exigence du client. Donc, en partant de ça, est-ce que le client marocain est sensibilisé par rapport à ça? Et autant que promoteur Sebneni, pourquoi un promoteur va s'intéresser à construire d'une façon durable, d'une façon verte? Pourquoi il va choisir une conception et des solutions bas carbone pour son projet? Merci Samir, bonjour tout le monde. Merci pour cette question fondamentale. Vous nous avez présenté au début de cette conférence en tant qu'expert. Personnellement, je ne suis pas expert. Je suis réaliste. Je fais appel à des experts. Je suis promoteur immobilier. Un promoteur immobilier fait appel à des experts. Dans la chaîne de construire, on passe d'abord par la phase conception, ensuite la phase étude, pour arriver finalement à la réalisation. Et c'est là où nous, on se place. Donc il y a la partie théorie, étude, et puis il y a la partie pratique. Nous, on est dans la partie pratique. On construit pour vendre. C'est ça l'objectif. Un promoteur, il est là pour construire, pas que pour construire, mais pour aussi gagner de l'argent. Aujourd'hui, les questions qu'on se pose, c'est exactement ça. C'est de se dire, est-ce que le marché, est-ce que le client est sensible à ces problématiques? Pourquoi il le serait? Est-ce que ça coûte plus cher de construire en bas carbone ou pas, etc. Donc c'est toutes ces questions-là qui nous interpellent aujourd'hui et sur lesquelles on doit nous adapter, auxquelles on doit répondre. En Europe, dans les pays plus développés, il y a déjà donc une avancée qui a démarré avant notre pays. Donc il y a une longueur d'avance. Il y a beaucoup plus d'incitations fiscales, d'incentives, etc. pour pousser les promoteurs qui n'ont plus le choix, et comme le disait Zakaria tout à l'heure, de plus en plus, ils n'auront plus le choix que de construire en bas carbone. Au Maroc, on est au début, donc il existe des promoteurs et des zones d'aménagement comme celles sur lesquelles on est positionné, la société d'aménagement Zenata, l'ODA, qui eux ont leur propre cahier de charge. Et donc ils imposent aux promoteurs qui se positionnent sur leur zone de construire avec un certain nombre d'obligations et de contraintes énergétiques. Et donc c'est notre cas. On est sur des projets comme ça, on en reviendra un peu plus tout à l'heure en détail. Mais à part ces projets-là, ou d'autres projets peut-être beaucoup plus spécifiques, mais qui ne sont pas destinés au résidentiel ou à l'immobilier pur, par exemple, je pense à la centrale Nour ou des choses comme ça, où l'État a fait des avancées conséquentes, très importantes, qui positionnent aujourd'hui le Maroc à l'avant-garde, même au niveau mondial. Donc on est cité comme exemple, mais ça reste des cas très très particuliers. Donc moi je reviens à la promotion classique, de construire des maisons, de vendre. Donc je le disais, nous, notre objectif, c'est de vendre. Donc celui qui va réellement nous driver, c'est le client, au final. Est-ce que le client aujourd'hui, il est sensible à un argument de vente tel que l'isolation thermique, l'isolation acoustique? Est-ce qu'il prend ça en considération lorsqu'il achète son appartement, son logement? Il y a quelques années, j'aurais répondu non, puisque j'étais déjà impliqué il y a une dizaine d'années sur un projet important à Casablanca.
On avait fait appel à Alto Eco pour nous accompagner. Et donc, à l'époque, ça nous coûtait plus cher de construire. Parce qu'on avait visé le label HQE, etc. Et nos clients, on l'a constaté à l'époque, ils n'étaient pas du tout sensibles au fait de dire vous devez payer plus cher. Parce que la qualité est meilleure. Le client était vraiment sensible au prix et uniquement au prix. Aujourd'hui, les choses ont changé. On le voit à travers nos projets. Le client cherche aussi la qualité et le client est prêt, même sur des projets moyens standing, à payer plus cher, dans des proportions gardées, mais payer plus cher pour avoir cette qualité-là. Parce que, en fait, le discours, il est simple, c'est de dire, est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher aujourd'hui pour payer moins demain? Parce qu'en fait, nous, on explique, et c'est là où tout le travail doit se faire. C'est de sensibiliser, d'expliquer, de faire comprendre que payer plus cher aujourd'hui, ça permet après de faire des gains sur les économies d'énergie, sur des choses comme ça. Donc en fait, le client est roi. Et c'est le client qui va décider si demain, on construira plus bas carbone ou pas. Et tout l'enjeu est là. Et c'est nous, ce qu'on fait au quotidien, c'est de sensibiliser, c'est même de former nos équipes commerciales pour expliquer cette différence. Et pour expliquer aux clients la différence et pourquoi il doit acheter chez nous et pas chez quelqu'un d'autre. Bon, on n'est pas les seuls, d'autres le font. Il y a quelques promoteurs qui ont décidé de faire de tous leurs projets HQE. C'est un choix. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc c'est la preuve qu'on est en train de voir les choses changer et je pense que ça va s'accélérer de plus en plus. Et le jour où on arrivera, comme en Europe, où le client ne cherchera que des projets labellisés, quand vous allez en France ou ailleurs, la France on connaît mieux, aujourd'hui si vous n'avez pas un label, si vous n'avez pas la preuve que vous êtes en train de construire durable, vert, ben vous ne vendez pas, parce que le client il cherche que ça. Et de plus en plus il y a des projets qui sont que des projets labellisés. Qu'est-ce qu'il nous faut pour plus ou moins passer à cette vitesse de croisière? Parce que là, je comprends qu'il y a quelques projets, le haut standing, peut-être le moyen standing, qui sont concernés par la certification, par l'aspect bas carbone. Mais le gros de logement, c'est surtout le social moyen standing. Je pense qu'on n'est pas à ce stade-là sur le gros paquet de logements. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour accélérer, pour passer à une vitesse plus accélérée et embarquer tout le monde? On a compris que le client final, l'acquéreur, c'est la clé. Mais comme j'ai dit, le gros paquet, c'est surtout sur le logement social, sur le moyen standing. Donc, si on doit agir, si on a des leviers, comment on peut agir et comment on peut accélérer les choses? C'est ce que je disais. En fait, l'évolution, elle se fait de manière naturelle. L'évolution, elle va aller de plus en plus vers des solutions durables. Maintenant, nous, on est là pour trouver des mécanismes pour accélérer ça. Entre autres, on l'a dit au début, c'est les incitations, c'est la réglementation qui doit être renforcée, mise en place. Il faut plus d'implication aussi des différents acteurs, et notamment de l'État, pour pousser les promoteurs à aller vers ces solutions-là, et au final, ça restera le client. Maintenant, il y a deux types d'actifs. Ce que je voulais dire aussi, ça c'est important, c'est qu'il y a des actifs qui sont destinés à être conservés chez le promoteur et être exploités, donc qui vont s'inscrire dans la durée. Par exemple, un promoteur qui va construire un hôtel, eh bien, lui, il va garder l'hôtel. Donc là, il va être tenté de trouver des solutions pour avoir moins de factures énergétiques à payer dans le futur. Un immeuble qui va être construit pour être vendu, des maisons, ben là c'est une autre mécanique de réflexion, parce que là le promoteur il va dire moi je veux juste construire pour vendre et je vais chercher le maximum de rendement et le maximum de marge. Donc c'est peut-être la première catégorie d'actifs qui va faire que la construction durable va se développer et donc qui va tirer vers elle le reste. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai, la démarche elle est complètement différente selon la nature du projet, quel que soit le projet. Si c'est un équipement étatique, si c'est un équipement où le client est gestionnaire, le gain est immédiatement perçu, c'est-à-dire il n'y a pas de... Et en même temps, on va sous-tendre toute cette conception avec des équations qui permettraient de savoir à quel moment you're gonna break even, c'est-à-dire à quel moment tu vas dire il est rentable ce bâtiment, et la décision devient beaucoup plus facile. Maintenant, moi je dis aussi qu'il y a un argument marketing de vente très intéressant pour le logement,
C'est pour ça que j'ai dit tout le temps, les 50% de la réponse qui sont climatiques sont à la portée de tous les projets. Et dire que j'ai un appartement orienté nord, ça ne vaut pas, ça on le sait. Mais thermiquement, ce n'est pas confortable non plus. Est-ce qu'on peut éviter le nord? Et des fois, c'est des petites concessions à faire, mais ça fait qu'on a des concepts qui sont très intéressants et qui sont vendeurs et qui permettent d'écouler sur le marché beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement. Moi, je trouve que cette démarche derrière, elle est très importante à entendre et à écouter, même pour un architecte. Parce qu'on ne va pas être utopique ici à dire le bioclimatique d'abord. Non, on ne peut pas vous construire ou vous ouvrir sur cette façade et tant pis pour le mètre carré. Non, absolument pas. Mais moi, je dis que la démarche, elle devrait amener, c'est-à-dire moi, je dis mon retour d'expérience de point de vue promoteur, pour les promoteurs avec qui je travaille, on se dit le maximum de mètres carrés, bouclé. Est-ce qu'on peut parler des autres décisions? Et là, quand on a une personne intelligente en face, et je dis que ça c'est très important parce que c'est un tour de table, il ne peut pas aller seul. Imaginons un architecte qui veut tout seul pousser dans ce sens, ou un promoteur qui veut tout seul pousser dans ce sens, ou un ingénieur qui veut... Ça ne marchera pas, parce qu'on n'arrivera pas au meilleur compromis et ça ne sera pas duplicable. Si ce n'est pas duplicable, ça ne marche pas. Et si ce n'est pas lucratif, ça ne marche pas. C'est-à-dire, moi, je dirais que il faut contextualiser. Et la démarche du bâtiment bioclimatique bas carbone un peu utopique qui va, encore une fois, marcher une fois, et que lorsque le contexte le permet, we're gonna take that shot. We have to. On doit le faire comme ça. Mais pour la généralité, c'est des bâtiments qui sont à but lucratif. Il faut s'inscrire dans cette démarche et se dire, est-ce qu'on peut maximiser cela? Est-ce qu'on peut avoir des arguments de vente en plus? Est-ce qu'on peut dire, vous êtes le premier à faire tel label ou à être dans telle valeur? Est-ce qu'on peut donner des schémas d'incidence d'ombre pour dire que même les rez-de-chaussée sont bien exposés au soleil? Et ça va permettre de vendre. C'est-à-dire ce confort va en créant du bénéfice à toute la chaîne de valeur. Autrement, ça ne pourra pas être duplicable et je trouve cette perspective très importante. Elle est important de l'avoir aussi du point de vue du concepteur. Merci Fatima Zahra. C'est Zakaria, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce point? Je pense que la question a été complètement abordée. Je veux juste rappeler que la construction durable, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps. Et au contraire, je pense qu'on a dégradé avec l'évolution du secteur du bâtiment, on a dégradé la façon de faire les choses. Mais si on revient aux bonnes pratiques du passé, nos ancêtres faisaient mieux que nous aujourd'hui. C'est tout. Et une question par rapport au choix de matériaux. C'est un élément qui est important. Oui, tout à fait. Fatima en a parlé. Est-ce que sur le contexte et le marché marocain, on peut trouver des solutions bas carbone? Aujourd'hui, oui, timidement. On a bien sûr les matériaux qui sont eux-mêmes capteurs de carbone, le bois, la terre, donc ça c'est bien sûr la paille aussi, tout ce qui est biosourcé, géosourcé, on en a aussi au Maroc. Bien sûr les matériaux de la construction, que ce soit le béton, la brique, le parpaing, ces matériaux aussi qui sont nécessaires pour la construction, peuvent également être décarbonés parce que leur process de fabrication qui demande une quantité d'énergie importante, leur fin de vie, à la fin, quand on a besoin de démolir ou déconstruire, vaut mieux déconstruire un bâtiment. Là, on génère des effets et ça gâche notre paysage, et donc il y a pas mal de problématiques. Donc les matériaux peuvent être décarbonés. On en a quelques-uns qui sont heureusement aujourd'hui disponibles sur le marché marocain, avec une notion de transparence. Parce que beaucoup de gens peuvent prétendre, beaucoup peut-être de fabricants de matériaux, chacun a le droit de prétendre que son matériau est durable et décarboné, mais il y a des normes, il y a des indicateurs sur lesquels nous devons nous baser pour avoir un critère de comparaison similaire, qu'on compare ce qui est comparable. Et donc là-dessus, il y a des normes, comme disait Rachid, l'Europe, l'Amérique du Nord, ils ont déjà une avance sur ce sujet-là. Ils ont instauré des normes qui prennent en considération tout le cycle de vie d'un matériau, de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie du bâtiment, en passant par le chantier, l'exploitation.
Et l'exploitation, comme vous savez, un bâtiment, on va le concevoir peut-être en 1 année, 2 ans, on va le construire en 2 ans, 3 ans, mais il va durer 50 ans minimum. On va faire quelques réparations et peut-être un jour on va le démolir. Et donc vous voyez, 50 ans, c'est une durée très très importante. Et ça, c'est un élément à prendre en considération dans la décarbonation, parce que la décarbonation ne s'arrête pas uniquement à la fabrication des matériaux. Elle est là toute la durée de vie du matériau. Et donc on peut avoir un matériau qui est carboné, qui génère du carbone, mais dans la durée de vie du bâtiment, il va participer à ce que le bâtiment ne consomme pas plus d'énergie, et donc de réduire les émissions sur 50 ans. Et ça, c'est un élément très important. Donc la décarbonation, il faut la prendre sur tout le cycle de vie d'un bâtiment et d'un produit. Et ça, c'est les normes internationaux. Quand le Maroc est signataire de certains accords d'ici 2030, d'ici 2050, plusieurs promoteurs, plusieurs industriels, et Réalité aussi a des objectifs là-dessus, des fois plus ambitieux. L'OCP aussi a des objectifs de décarbonation d'ici 2035. Même avant, je crois, même avant 2030, 2027, je crois. Et ils doivent prendre en considération la durée de vie de l'exploitation de leur bâtiment dans le calcul de décarbonation. Je rappelle que les accords internationaux, c'est que tous les bâtiments neufs d'ici 2030 soient décarbonés et tous les bâtiments existants et neufs d'ici 2050 doivent être décarbonés. On devrait arriver à 2050 et avoir un équilibre entre ce qu'on génère comme CO2, parce qu'on va continuer quand même à brûler quelques barils de pétrole et tout ça, peut-être, mais qu'on puisse planter des arbres, on puisse trouver d'autres solutions pour capter ce CO2, pour garder un équilibre et essayer de rester sur 2 degrés, 1,5. Bon, ça va être compliqué, mais... Et ça c'est un vrai problème, le réchauffement climatique, on n'en parle pas, mais c'est des risques naturels qui nous impactent tous dans notre confort. On vit tous des étés chauds. On a nos serveurs qui sont ralentis parce qu'il fait chaud, il faut les climatiser. Et la climatisation, c'est simple, vous prenez la chaleur de ce local, la climatisation qui tourne, elle prend la chaleur de l'intérieur et la jette à l'extérieur. Cette chaleur même, elle rentre par les fuites des fenêtres, elle fait que ça. Et nous, on est en train de dépenser de l'argent à climatiser. C'est comme si... Je sais pas, vous êtes dans un bateau, il y a de l'eau, vous jetez, mais il y a un trou par lequel l'eau revient. Donc c'est aussi une notion financière, c'est un gaspillage, ouais, c'est de l'inconfort, c'est beaucoup de choses, malheureusement. Voilà. Il faut garder quand même quelque chose de positif, je ne veux pas être très négatif, mais alhamdoulilah, on a encore des belles choses à réaliser dans l'avenir, et je pense qu'en tant que Marocain, avec ce qu'on réalise, on peut démontrer aussi à d'autres pays comment ils doivent faire les choses. Effectivement, il y a des belles choses qui ont été réalisées, il y a des choses qui sont en train de se réaliser, pas mal de projets. On sent que vraiment il y a une sensibilité à ce sujet. Les promoteurs, les bureaux d'études, les architectes, le client final commencent à être sensibilisés, à demander, à être exigeants. C'est vraiment des points qui sont très importants, qui vont aider à se développer, à accélérer la croissance dans ce domaine. J'ouvre la séance de... Oui. Il y a aussi un point qui est très important lorsqu'on parle de la solution bas carbone. Il faut admettre le mix de matériaux selon la façade et les orientations des façades. Les façades ne sont pas pareilles, ne reçoivent pas l'énergie de la même manière. Est-ce qu'on peut admettre que dans un bâtiment qui va être une solution conventionnelle, 100% en briques et autres, pourrait avoir une façade en briques de terre stabilisées, par exemple, parce qu'elle va apporter une inertie, mais en même temps, elle va contribuer à cet équilibre ou cette émission en bas carbone qui va être faible. C'est un matériau, et aujourd'hui, moi je sais que vous avez la fiche technique et tout ce qui s'ensuit est très important, et je sais que vous êtes producteur d'un produit. Il y a pas mal d'entreprises locales qui ont aussi des matériaux avec des fiches, et autres. C'est-à-dire aussi, la solution matériaux devrait aller de biais avec le climat. Et des fois, c'est la meilleure solution. C'est la solution la plus rationnelle. Non seulement elle participe à la décarbonisation, mais la solution la plus rationnelle, qui va faire un transfert thermique, qui va vous permettre de survivre un été et un hiver dans le confort, qui va permettre de réguler sa teneur en eau, qui va permettre tellement de choses. Le grès, un matériau qui est méconnu, on peut faire des enduits de grès qui sont formidables pour les climats humides.
et ainsi de suite. Et à Casa même, est-ce qu'on peut considérer que cette façade est orientée telle? Ça va être tel matériau, cette façade est orientée telle. Ils ne reçoivent pas le soleil de la même manière. Est-ouest, c'est pratiquement perpendiculaire. Le sud, c'est la toiture qu'il faut isoler, pratiquement pas la façade, et on peut ouvrir. Le double vitrage, pas réellement. Est-ce qu'on en a besoin? Le nord, est-ce qu'il faut isoler ou est-ce qu'il faut équilibrer à travers le nord? C'est jamais une solution. C'est pour ça que je dis que les matériaux, le bâtiment vert n'a pas une liste de matériaux bien définie ou de réflexes. Parce que moi, j'ai l'impression, ce que j'entends souvent, c'est l'isolant, le double vitrage, isoler la toiture, isoler le sol, faire et faire et faire et faire. Non, un bâtiment n'a peut-être pas besoin de tout capter, mais il a besoin de perdre aussi. C'est pour ça que la dynamique de la thermique est importante. La thermique est en mouvement, elle n'est pas statique, parce que c'est des flux d'air qui échangent, des flux thermiques, et ainsi de suite. Et c'est important de dire aussi, contextualisons même dans un bâtiment. Et là, on peut peut-être apporter que cette décarbonisation qui se fera au long terme, est-ce qu'on peut réduire et raccourcir ce temps? Absolument, si la réflexion en amont y est au bon moment. Merci. Sibnani. Oui, juste un petit mot. On ne parle pas suffisamment de l'actualité. Aujourd'hui, on est en train de vivre une période difficile, douloureuse, que traverse notre pays. Tous les projecteurs du monde entier sont tournés vers le Maroc. Il faudrait qu'on en fasse aussi une opportunité. Et on est en train de vivre une opportunité. On peut vivre une opportunité extraordinaire pour démontrer que l'on peut construire ou reconstruire de manière durable. On peut utiliser les matériaux locaux, la terre, le bois, on en a parlé, pour reconstruire ce qui a été détruit dans les zones sinistrées. On peut aussi recycler ce qui reste de ce qui a été sinistré, du bois, de la pierre. On est dans des régions où il y a beaucoup d'amplitude thermique entre l'hiver. L'hiver, il fait très très froid, l'été très chaud, et c'est beaucoup plus isolant que du béton ou de la brique industrielle. Donc c'est vraiment une opportunité qu'il faut saisir. Et justement, si on arrive à marketer ça, on peut démontrer au monde entier encore une fois de quoi on est capable ici et de quoi on est capable avec de la construction bas carbone. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est aussi que nous, groupe Réalité en France, aujourd'hui, on est carbone neutre. Donc tout ce qu'on construit, c'est zéro carbone. On achète du crédit, mais notre objectif, c'est qu'en 2030, on fasse plus que ça, qu'on investisse dans des programmes qui font de la séquestration de carbone. Donc ne plus juste acheter, parce que c'est facile d'acheter, mais investir sur des projets qui ont une valeur ajoutée. Donc ce qu'on peut dire, nous, aujourd'hui, et on a pris le site de Zenata, et on travaille avec Alto Eco comme un site pilote, qu'on va dupliquer après sur tous nos projets au Maroc. Mais on peut dire aujourd'hui qu'au Maroc, si on raisonne global, on construit carbone zéro. On est dans la neutralité carbone dans tout ce qu'on fait au Maroc aujourd'hui. Et on espère que ça servira d'exemple pour d'autres promoteurs. Merci. Merci Sibnani. Juste une phrase sur les matériaux. Oui, l'acte de décarboner, on a parlé de l'architecte, on a parlé du promoteur qui peut aussi intégrer la démarche de construction durable. Mais des fois, on peut décarboner le matériau avant qu'il arrive sur le chantier. C'est-à-dire ce que fait Groupe Réalité en France, et il le fait aussi au Maroc, de financer des projets de compensation carbone, donc aller aider d'autres à réduire leurs émissions de carbone, peut être fait au niveau de la construction matériaux, de la fabrication des matériaux. Je sais que vous avez un parc éolien qui injecte de l'électricité dans le réseau marocain. Il y a 80% de l'électricité qui est produite, qui est d'origine renouvelable. Avec un objectif en 2025 à être plus que plus. Donc on peut décarboner très en amont. On a eu l'occasion de travailler sur les impacts environnementaux du béton, des différents bétons que Lafarge Holcim fabrique. Et on a bien sûr, encore une fois, la certification vient pour vérifier que ce qu'on dit est vrai par des auditeurs externes, indépendants. Et donc 80% de production d'énergie renouvelable, recyclage des gravats dans le béton, le ciment qui est vendu, réutilisation des déchets pour
avec un fuel alternatif pour produire de la chaleur dans les fours, pardon, et bien sûr les actions de plantation, la réduction de la consommation d'eau, la réduction des clinkers, toutes ces actions qui sont définies dans une politique. Je pense que vous allez en parler mieux que moi. Exactement. Il y a une vraie politique et une vraie ambition de groupe Lafarge-Holcim pour travailler sur ça. Moi j'ai l'occasion de travailler là-dessus, donc je me permets de le rappeler. Je me permets juste d'ouvrir une parenthèse par rapport aux solutions. Vous avez tout à l'heure évoqué le cas du Durabrique. C'est une vraie solution qui est développée localement pour un matériau local, pour des briques qui sont stabilisées et qui peuvent répondre à des besoins tels que les besoins des cités éloignées. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres solutions, notamment le groupe Lafarge-Holcim a développé le premier ciment bas carbone au Maroc, avec une réduction qui commence de 30% jusqu'à 100% avec des effets de compensation. Donc aujourd'hui au Maroc, on a un ciment bas carbone qui s'appelle EcoPlanet. Donc on a une gamme EcoPlanet qui commence de la maçonnerie jusqu'à la structure et on a des belles références. Le projet de Nador Westmed qui a été réalisé avec ce ciment et aussi la tour Mohamed VI. Donc il y a aussi le béton. Vous avez évoqué tout à l'heure tout ce qui est recyclage de débris de chantier, de démolition. On peut l'utiliser dans des bétons bas carbone, en plus de solutions qui sont dédiées pour l'isolation, notamment la partie aérienne. Donc il y a pas mal de solutions, il y a pas mal d'engagement de groupe Lafarge-Holcim sur l'aspect développement. Fatem Zahra, c'est la somme des efforts de tous les acteurs. Exactement. Parler tout à l'heure d'incitation, l'État a un rôle à jouer. Parce que l'État, quand le bâtiment marche, tout marche. On crée de nouveaux métiers, on crée de l'innovation, on démontre, on s'exporte aussi, on exporte notre expertise. Il y a, les promoteurs sont gagnants, les architectes sont gagnants, tout le monde est gagnant. Nos enfants sont gagnants, parce qu'aujourd'hui, un bâtiment durable, bon, on parle pas mal de l'environnement, de l'énergie, mais un bâtiment durable, c'est un bâtiment sain, l'acoustique, la qualité de l'air, pas d'allergie, moins d'allergie, l'eau et la poche aussi. Un bâtiment durable, comme disait Fatem Zahra, si un bâtiment durable coûte cher dans son investissement et coûte cher aussi dans son exploitation, c'est pas durable, tout simplement. Très bien. Si vous permettez, j'ouvre la séance aux questions à nos chers invités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous avons un panel d'experts qui représente l'écosystème de bâtiment, donc allez-y, profitez. Bonjour, je suis Nordin Skalli. J'ai une question très courte. Pourquoi au Maroc, nous n'utilisons pas les matériaux qui peuvent coûter pas cher et durer longtemps? Le bois, la paille et l'argile. Alors que dans d'autres pays, on fait des immeubles entiers en bois. J'ai dit. Je peux répondre peut-être. Alors, on n'est pas un pays qui fabrique du bois. On n'a pas une économie. On importe 95% du bois qu'on utilise vient de l'étranger, vient des pays du Nord, Finlande, de l'Indonésie. Donc, on n'est pas un pays fabricant de bois. Et le transport de bois, et donc de ce fait, on n'est pas des constructeurs de bois, parce qu'il y a aussi un savoir-faire là-dessus. Mais je pense qu'on a d'autres matériaux au Maroc qui remplacent le bois qu'on utilise. Voilà, la terre surtout. La terre, oh, on a vu tout ce qui a été démoli, malheureusement. Et je pense que dans tout process, le sable aussi, on utilise beaucoup le sable. Tout process de fabrication, il y a beaucoup de terre, beaucoup de sable. Oui. C'est des ressources malheureusement qui s'épuisent aussi. Mais comme disait Rachid, je pense que la réutilisation, le réemploi, c'est l'étape sur laquelle nous devons travailler. Si je peux me permettre, bien évidemment, je vous rejoins sur le bois. On n'est pas naturellement producteur de bois. Il y a une taxe de déforestation aussi à payer qui rend le produit très cher sur le marché marocain. Par contre, il y a des matériaux locaux. Et je pense que pour ouvrir la porte, il faut faire une compartimentation entre un matériau et sa mise en œuvre. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la terre, automatiquement, on a tous, si on pouvait voir les images en pop-up, ça sera une image en particulier. Alors que le process de la fabrication de terre, le matériau n'est qu'un matériau.
quelle est la mise en œuvre. Et le problème que pose un matériau est l'information de la solution. Est-ce que ça prend du temps? Est-ce qu'on n'a pas de banque de matière? C'est certainement ça. Parce que lorsqu'on veut produire avec la terre, il faut qu'on se pose la question, quand est-ce qu'on aura tant de briques pour faire? Alors que la machine peut aller à 2 vitesses. En attendant la préparation du chantier, il faut préparer la banque du matériau. Aujourd'hui, on peut faire des super blocs. Et il faut aussi considérer qu'un chantier en matériaux locaux n'est pas un chantier traditionnel. C'est un chantier où on devrait avoir des appareils de manutention, une grue, ou enfin, peu importe, pour soulever ces blocs. Et je ne sais pas si certains parmi vous connaissent le Solar Décathlon. Ça, c'est des tours de maisons de 120 mètres carrés qui ont été faites en 6 jours, en terre. C'est-à-dire, où est la limite, finalement? Elle est dans la mise en œuvre. Un matériau n'est pas réellement traditionnel, la manière de le mettre en œuvre l'est. Et si on fait ce switch, c'est-à-dire il faut que l'industrie, d'un autre côté, rejoigne. C'est pour ça qu'on va toujours parler d'un tour de table. Il faut créer la matière. Aujourd'hui, la terre, par démonstration, devrait coûter moins cher. Parce que la main-d'œuvre n'existe pas et que le process est un peu lent, il coûte à peu près pareil que le prix du marché. Mais c'est des choses, je pense, qui sont en train de changer dans des zones au Maroc où on a vu qu'il y a un marché. Et lorsqu'il y a un marché, il y a une activation industrielle. Et une fois que ça va être fait, parce que les bétons, on peut en faire de plusieurs matériaux. Il y a un béton de tout. On peut faire des bétons de bois, de sciure de bois ou de telle. On peut faire des bétons de toutes choses. Et on peut même faire des bétons de terre à couler et à préfabriquer et à faire. Ce qui fait, c'est les process. Réellement, je pense qu'ils doivent changer pour ouvrir le champ à d'autres matériaux. D'autres questions? Bonjour tout le monde. Je me présente Wissam Chra, conseiller commercial à la société Trouco du groupe Soukanaï. Alors, je suis ravi déjà d'être parmi les corps de métier et j'aimerais effectivement évoquer la question je dirais de matériaux durables et décarbonisés, parce qu'aujourd'hui, j'avais déjà évoqué une idée, c'est le fait d'avoir effectivement des projets amis, je dirais, de l'environnement. Notamment avoir un projet comment dire, qui s'alimente automatiquement avec des panneaux photovoltaïques. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué tout ce qui est thermique. Et aujourd'hui, nous avons remarqué que ça commence à se démocratiser. On commence à voir beaucoup de panneaux sur les toits, mais notamment pour tout ce qui est salle de bain, etc. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais savoir, est-ce que prochainement, on va voir au Maroc des projets de grande envergure avec des façades, avec des panneaux photovoltaïques qui pourraient alimenter les appartements, parce que je pense que ça pourrait être un argument très très fort, dans la mesure où ça va se refléter sur la facture et sur effectivement la poche, je dirais, du client. Et ça sera naturellement sur le long terme. Donc aujourd'hui, nous remarquons que l'Arabie Saoudite est déjà sur ce chemin, avec le projet de Line qui est en cours d'études. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on aura la possibilité de voir ce genre de projet au Maroc? Merci. Alors, moi, de ma perspective, la question de l'énergie et la question de la durabilité, ce sont deux questions complètement distinctes, mais complémentaires. C'est-à-dire, là, vous parlez d'une source d'énergie. C'est quelque chose qui vient après. Une fois qu'on a préparé ce bâtiment à consommer moins ou à supprimer la demande en chauffage, réfrigération, à augmenter l'illumination naturelle, c'est-à-dire pas avoir recours à l'éclairage artificiel, on peut imaginer que cette charge a été réduite au maximum. Alors ça permettrait naturellement de démocratiser l'accès en termes de coûts aux panneaux solaires. Maintenant, on est dans un pays où on est lié à une réglementation. Et la réglementation marocaine ne favorise toujours pas ce genre de pratique. On ne peut toujours pas donner au réseau. Stockage rend cette solution très difficile, à moins qu'on soit off-grid et que ce soit la seule solution qui est à disposition. La durée de vie d'un système solaire, de panneaux solaires va durer 20 ans, 25 ans. Vous devrez charger vos batteries 4 ou 5 ou 6 fois. Ça dépend durant ce process. Il y a des déperditions de stockage, il y a outre. Ce qui fait, je pense que dans le process de la durabilité, vu qu'il s'agit de s'inscrire, et ça c'est que mon point de vue, n'est-ce pas? Vu qu'il faut s'inscrire
dans ce que offre le marché et l'utiliser est aussi une forme de s'inscrire dans la durabilité. Aujourd'hui, même en question de coût, parce que c'est important, ce n'est pas une solution viable. Et le coût du kilowatt du réseau est beaucoup plus intéressant qu'une installation photovoltaïque. Alors à moins que ça soit une volonté ou dans l'ADN d'une société ou d'une entreprise ou d'un promoteur développeur de passer en énergie renouvelable en off-grid malgré toutes ces considérations, je pense qu'il faut d'abord que ce volet réglementaire soit convenable. Maintenant, vous avez parlé de The Line. C'est une utopie. On ne peut pas, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui fait le durable de loin ou de près qui considérerait cela. C'est une innovation en soi. C'est-à-dire, on va pas le... Mais encore une fois, est-ce qu'on pourrait le dupliquer? C'est ça la question. À chaque fois, est-ce qu'on pourrait le dupliquer? C'est très difficile parce que là, au-delà de la durabilité telle qu'elle du produit, c'est un mode de vie qui est différent. Vous imaginez, vous vivre dans une maison qui est close où vous ne voyez pas le ciel ou autre. C'est-à-dire, pour dupliquer ça, il faut s'inscrire dans la démarche, il faut adopter ce style. Et il ne faut pas aussi oublier que la durabilité, la grande partie, c'est de répondre à une demande, répondre à un confort, de créer des espaces où les gens vont vivre, éduquer une communauté, et l'éduquer par la pratique de l'espace, sur certaines notions. Ce qui fait, ça reste aussi un avis borderline, parce que je ne peux pas vous dire quelque chose que... Il nous faut un fonds d'investissement tellement fort qui veut financer que le panneau solaire. Suédois, idéalement. Je veux dire juste que les panneaux solaires, ça devrait être juste la cerise sur le gâteau pour les bâtiments neufs. L'objectif, c'est de ne pas avoir besoin, je reprends un peu ce que tu dis, ne pas avoir besoin de ce panneau, c'est tout. C'est ça le challenge. C'est tout. Après, pour décarboner l'existant, oui, on aura besoin de panneaux solaires, parce que l'existant est difficile à améliorer, peut-être. Et l'idée, c'est de remplacer tout ce qui est fossile. Et donc, on peut se tourner vers des panneaux solaires photovoltaïques. Maintenant, peut-être sur la question de la réglementation, le retard de la réglementation, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi on ne peut pas ouvrir l'injection dans le réseau pour la moyenne tension et la basse tension? Moi, j'ai un avis personnel, c'est qu'il faut regarder dans d'autres pays, la France, l'Espagne, où la réglementation de l'injection dans la basse tension a été ouverte. Il y a eu quelques problèmes, parce qu'il faut changer tout la chaîne de valeur de la production d'électricité. Ce que le Maroc est en train de faire, c'est une question de temps. C'est-à-dire séparer l'ONE, quelqu'un qui produit de l'énergie, de celui qui le transporte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on coupe l'ONE en deux. Il y en a un qui produit, l'autre transporte. C'est ce qui a été fait sur EDF en France. Et il faut qu'on s'assure que ceux qui produisent, qu'on a un nombre de personnes qui produisent du photovoltaïque, mais en face, il faut ceux qui achètent. Quand vous avez ces déséquilibres, quand vous avez 10% de la population qui produit du photovoltaïque et 90% qui l'achète plus ou moins, ça va. Mais quand la tendance commence à s'inverser, vous avez un déséquilibre de l'économie client-acheteur-vendeur. Et c'est ça les réflexions, je pense, sur lesquelles le gouvernement, ou en tout cas les personnes, les experts que le ministère de l'Énergie se focalise. Mais malheureusement, je pense qu'on entend beaucoup de débats où oui, on est en retard. Je pense qu'il vaut mieux être en retard que de faire des erreurs qui ont été faites dans d'autres pays. Prendre le temps de réfléchir sur les choses. Merci Zakaria. Une dernière question peut-être avant de clôturer la table. Bonjour, Wafar Alam, société Visioprocess. Alors ma question, on parle de conception durable. Je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui les architectes ont la sensibilité sur la partie exploitation des bâtiments? C'est-à-dire on conçoit les bâtiments pour qu'ils soient bas carbone, on les construit, on les vend, mais est-ce que la notion d'exploitation, c'est-à-dire la vie du bâtiment sur 30 ans, est prise en compte? Autrement dit, est-ce qu'au-delà de l'aspect des matériaux, la partie technique, c'est-à-dire ce qui ne se voit pas, mais ce qui fait que le bâtiment se dégrade et devient très énergivore, aujourd'hui, est-ce que c'est pris en compte? Alors je sais que Zakaria, dans le cadre des audits, quand il est intégré en phase conception, le fait, et donc c'est lui qui impulse souvent ça. Mais c'est vrai que les architectes, au-delà de la partie matériaux, est-ce que cette réflexion aujourd'hui, vous la trouvez
fluide? Est-ce que c'est quelque chose qui est un automatisme ou est-ce que les architectes ont aussi un rôle à jouer là-dedans et doivent être un peu plus moteurs sur la partie exploitation et vie du bâtiment pour plus tard, dans la conception? It's tricky. Je réponds, n'est-ce pas? Alors, moi, je ne pense pas qu'un bâtiment qui est conçu de manière durable, j'ai parlé tout à l'heure d'intention, il est naturellement important de dire comment le bâtiment va se comporter plus tard. Lorsqu'on parle de telle stratégie passive pour permettre de réduire cette consommation, c'est une consommation dans la durée. Lorsqu'on choisit un matériau, ce matériau aussi, un des paramètres, c'est la pérennité du matériau, bien évidemment, et cela vient dans des considérations très techniques, pratico-pratiques. Si on parle de la terre, il faut qu'elle soit à une certaine densité, il faut qu'elle soit à une transmission telle, il faut que c'est des paramètres qu'on gère tout aussi bien que pour un projet ordinaire, c'est-à-dire avec un laboratoire, un bureau de contrôle, un bureau d'études, des certifications et autres. Et dans la démarche, vu que dans l'essence, on est en train de faire un bâtiment qui est censé être durable, c'est contre-productif qu'à un moment, on se rende compte qu'il ne l'est pas. Maintenant, dans la majorité des bâtiments existants, je vous l'accorde, je ne pense pas que cette réflexion qui est liée au bas carbone, aux énergies, était une question qui se joignait à la conception en amont. Et on a beaucoup d'héritage de bâtiments aujourd'hui qu'on voit, et intervenir en faisant un diagnostic ou corriger coûterait réellement beaucoup trop cher. Il faut que ça soit vraiment, encore une fois, une volonté d'une multinationale ou autre, ou d'un ADN d'une entreprise pour le faire. Mais je ne pense pas que quand la conception est là, les paramètres qu'on check, un des paramètres les plus importants, c'est celui-là. Un des paramètres les plus importants, surtout lorsqu'il y a un surcoût par rapport à un bâtiment du même standing, est de savoir quel est le retour sur investissement. Et en général, quand il s'agit que de matériaux, il ne dépasse jamais les 2 années. Lorsqu'il y a de l'appareillage en plus, ou ça pourrait arriver à 5 ans à 8 ans. Mais si ça dépasse 8 ans, ce n'est pas rentable. Et les solutions sont étudiées, pas seulement pour les appliquer toutes, pour dire que celle-là, on l'enlève. Mais on l'enlève en connaissance de cause. On sait, mais le paramétrage a fait qu'elle ne rentre pas dans le compromis, et on peut l'enlever. D'accord? Mais on sait. Parce que probablement, ça ne va pas être durable, il ne va pas y avoir un retour d'investissement, ça ne va pas être... dans la maintenance, ça va être difficile de la garder, et ainsi de suite. Maintenant, moi, je dis tout le temps, lorsqu'on parle d'un... Encore une fois, moi, je contextualise toujours. Casa, Rabat, Lax, Tanger, Agadir, Marrakech et autres, on peut maintenir à peu près tout. Ou peut-être que ça a des coûts qui pourraient freiner. Maintenant, lorsqu'on est dans des patelins où maintenir, créer de l'activation économique et de la main-d'œuvre, moi, je suis preneuse. C'est-à-dire, je dis de toute façon, la main-d'œuvre, elle est locale, ça ne coûte pas cher, et ce n'est pas grave d'entretenir. Il n'y a aucun bâtiment qui n'a pas besoin d'entretien. Maintenant, il ne faut pas que ça soit un entretien qui pousse à un arrêt d'activité. Mais sinon, il faut entretenir tous les bâtiments. Corrigez-moi si je me trompe, mais tous les bâtiments sont voués. Je ne sais pas si ça répond à votre question, j'ai essayé. Oui, oui, merci. Merci Fatima Zahra. Sibnani. Juste pour partager l'expérience que nous avons sur un projet, justement, je parlais tout à l'heure, qui est le projet pilote. Quand on fait un bilan carbone, on calcule le coût carbone de l'acte de construire l'ouvrage, mais aussi le coût carbone de la phase d'exploitation. Et la phase d'exploitation, elle est calculée sur 50 ans. Donc on ne peut pas parler de construction durable bas carbone si on ne tient pas compte de l'exploitation du bâtiment, tout simplement. Merci. Donc, je pense que durant cette table ronde vraiment très riche, on a échangé sur pas mal de concepts. Donc, à repartir de la conception durable et les différentes initiatives et incitations réglementaires, et aussi par rapport au contexte marocain en termes d'encouragement, et aussi la réalité sur le terrain par rapport à l'acquéreur final, et aussi au rôle de promoteur pour promouvoir cette approche. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Je vous remercie vraiment pour cette débat très enrichissant. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous fais une petite photo.